Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier sur les appels à projets Widening et les opportunités de financement dans Horizon Europe. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Solène Chevalier, qui est coordinatrice PTN sur Widening et d'autres projets. Donc, je vais la laisser se présenter. Et donc, je vous invite donc à couper tous vos micros. Cette session est enregistrée, elle sera disponible en replay sur les réseaux de la CCI Martinique et sur le site internet de la CCI Martinique. Et nous prendrons vos questions dans le chat, donc dans l'icône discussion, et nous y répondrons donc à la fin. Voilà, donc je passe la parole à Solène Chevalier pour se présenter et commencer sa présentation. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Laurie, et merci pour cette invitation et cette opportunité. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, je suis la coordinatrice du plan de contact national pour le pilier transversal d'Horizon Europe. Dit comme ça fait très long. Donc, je vais présenter rapidement Horizon Europe. Donc, l'autre slide encore, s'il te plaît. Merci. Donc, Horizon Europe, pour celles et ceux qui ne le savent peut-être pas encore, c'est le programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation pour 7 ans, donc de 2021 à 2027. Et ce sont 95 milliards d'euros pour les 7 ans et pour l'ensemble des pays qui participent à Horizon Europe. Donc, ces pays, très rapidement, pour vous expliquer, il y a évidemment les États membres de l'Union européenne. Et il y a aussi ce qu'on appelle les pays associés, qui sont en fait des pays tiers, donc qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui ont signé un accord d'association avec la Commission européenne pour participer à Horizon Europe. Vous verrez ensuite dans la liste des pays considérés comme widening qu'il y a un certain nombre de ces pays associés, donc qui ne sont pas des États membres. Donc ici, vous avez sur cette slide la structure, enfin l'architecture d'Horizon Europe, le pilier 1, le pilier 2, le pilier 3. Le pilier 3, je pense qu'il est assez pertinent pour vous à CCI. Alors moi, je ne suis pas en charge de ce pilier-là, mais j'ai quand même intégré quelques éléments dans cette présentation pour vous signaler son existence et vous signaler l'existence de certains appels en particulier qui peuvent vous intéresser, mais je reviendrai ensuite rapidement dessus. Moi, je suis en charge du pilier 4, le pilier transversal que vous pouvez voir ici, qui s'appelle donc élargir la participation et renforcer l'espace européen de la recherche. Et donc, la partie élargir la participation, c'est ce qu'on appelle en anglais le widening. Et donc, les outre-mer françaises, donc, dont la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, sont considérées comme des régions widening. Donc, c'est pour ça que je vais vous présenter ça aujourd'hui. Slide d'après. Enfin, voilà, donc ça, on peut aussi passer. Enfin, c'est ce que je vous montrais à l'instant. Merci. Donc, les particularités du widening, donc, ce sont essentiellement des actions de coordination et de support. Donc, ce sont des appels à projets qui sont compétitifs, comme tous les appels européens. Mais ce sont surtout des actions de coordination et de support, c'est-à-dire que ce ne sont pas des actions à proprement parler de recherche ou d'innovation. Ce sont des actions qui vont viser plutôt les écosystèmes de recherche et d'innovation avec une fonction très structurante. Donc, vous allez voir ensuite, ça sera beaucoup plus clair quand je vous présenterai les appels, mais l'idée, c'est de proposer aux pays, aux régions widening, différentes configurations d'équipes et de collaboration pour permettre à ces pays et régions de sortir, in fine, de leur statut widening et de gagner donc en visibilité. Parce qu'on considère comme widening, en fait, des pays et régions qui, pour tout plein de facteurs différents, ne sont pas assez compétitifs, pas assez visibles à l'échelle européenne, voire internationale, en termes de recherche et d'innovation, qui ne participent pas suffisamment aux appels européens, qui ont des écosystèmes de recherche et d'innovation peu développés par rapport aux standards européens, et ainsi de suite. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on est considéré comme widening. Vous verrez ensuite la liste des pays en question. Mais donc voilà, l'idée c'est... alors attends, reviens juste en arrière, excuse-moi, merci. Donc l'idée, voilà, c'est avec ces appels à projets, c'est de renforcer les écosystèmes locaux de recherche et d'innovation via différents outils. Donc l'élément extrêmement important, c'est qu'il faut avoir en tête que seules les entités légales dont le siège social, donc qui sont vraiment établies dans un territoire du widening, peuvent coordonner
un projet déposé dans le cadre de ces appels à projets widening. Donc, ça veut dire que vous, en tant que entreprise guadeloupéenne, martiniquaise et guyanaise, vous pouvez déposer et coordonner ces projets avec des partenaires. Ensuite, je vais vous expliquer ça de manière plus détaillée. En revanche, si vous êtes une entreprise dont le siège social est basé, par exemple, en métropole, eh ben, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas coordonner un projet, être porteur du projet. Par contre, vous pourrez être partenaire, bien évidemment. Voilà, alors, slide d'après, s'il te plaît. Merci. Donc, ici, vous voyez la liste des États membres et des pays associés et des régions ultrapériphériques. Donc, c'est ça le terme consacré par la Commission européenne, les RUP. Donc, qui sont considérés comme widening. Donc, vous voyez que ça fait quand même beaucoup de monde. Ce sont, en fait, pour la partie continentale, disons, l'essentiel, à part le Portugal, ce sont surtout les Balkans, l'Europe centrale, les pays baltes. Il y a également la Turquie, la Tunisie, vous voyez, donc dans les pays associés. Et puis ensuite, les RUP, donc ce sont, comme je vous l'ai dit, donc Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Saint-Martin, La Réunion pour la France, les Canaries pour l'Espagne, les Açores et Madère pour le Portugal. Donc l'ensemble de ces pays et régions sont considérés comme widening et donc peuvent être porteuses et porteurs de projets widening. Slide d'après, s'il te plaît. Merci. Donc, ce sont des appels à projets complètement blancs. C'est là l'intérêt aussi du widening, c'est que, donc, si vous connaissez un petit peu, si vous êtes déjà frotté à Horizon Europe, vous savez que la plupart des appels d'Horizon Europe ne sont pas blancs, notamment ceux du pilier 2, qui sont donc les clusters thématiques. Vous avez le cluster santé, le cluster SHS, le cluster espace, etc. Et donc là, ce sont des appels à projets qui sont fléchés avec des thématiques bien précises. Dans les appels blancs, dans Horizon Europe, il n'y en a pas tant que ça finalement. Il y a les ERC, par exemple, il y a les appels Marie Curie, une partie des appels de l'innovation du pilier 3, et puis les appels widening. Donc, ça veut dire que vous proposez n'importe quel sujet et tout est valable. Donc, je vous ai mis deux. En fait, les appels à projets widening se répartissent en deux catégories. Donc, d'une part, il y a l'idée de configurer des équipes et renforcer les écosystèmes en mettant en lien ces écosystèmes avec d'autres équipes et d'autres écosystèmes européens. Donc là, c'est vraiment créer des partenariats et des consortia à l'échelon européen. Là, je vous ai mis en dessous une liste, donc 4 types d'appels à projets qui peuvent vous intéresser en tant qu'entreprise, mais je vais y revenir ensuite. Et puis, l'autre volet de widening, c'est la mobilité du personnel, donc, qui est le personnel académique. Et là, je comprends académique de manière générale, c'est-à-dire les scientifiques et les administratifs, et aussi du personnel non académique. Et c'est là où aussi ça peut vous intéresser en tant qu'entreprise. Donc, voilà pour les deux grandes sous-catégories des appels à projets widening. Slide, merci. Donc, non, reviens sur le twinning. Merci. Donc, le premier appel à projet qui peut potentiellement vous intéresser. Donc, je vais vous les présenter les uns après les autres. Voilà. Ensuite, à vous de voir si ça vous intéresse et si ça correspond à votre situation, évidemment. Donc, le twinning qui va ouvrir le 25 avril donc, et qui se clôturera le 28 septembre. C'est un appel à projet que moi, j'aime bien promouvoir parce que c'est une première étape dans la prise de contact et dans le montage d'un consortium européen. Donc, l'idée, c'est de jumeler des institutions de recherche et d'innovation à l'échelon européen ensemble autour d'un projet commun de recherche et d'innovation. Donc, ça veut dire qu'il faut un coordinateur basé dans un pays ou une région widening. Donc, ça, je vous ai dit, c'est la règle de base. Donc, ça va revenir à chaque appel. Donc, une entité du widening qui sera coordinatrice et ensuite au moins 2 institutions de recherche dans 2 États membres ou pays associés différents. Alors, dans cet appel, c'est bien axé sur la recherche. Donc, les institutions, aussi bien l'institution coordinatrice que les institutions partenaires, seront d'abord des académiques, donc soit des universités, soit des organismes de recherche qui peuvent être publics ou privés, mais en tout cas le secteur académique. En revanche, si vous êtes une entreprise, vous pouvez quand même participer à ce type d'appel parce que vous pouvez venir en 3e partenaire, donc après les 2 partenaires obligatoires pour former ce consortium à 3, vous pouvez vous ajouter en tant que 3e partenaire dans ce consortium pour une tâche bien spécifique.
Donc après, voilà, je vous ai dit, c'est des appels blancs, donc ça peut être n'importe quel sujet de recherche et d'innovation qui est abordé. Mais si vous avez une compétence bien particulière en lien avec ce domaine de recherche et d'innovation qui pourra être valorisée dans le cadre de ce projet, vous pouvez vous ajouter au consortium. Donc un consortium qui peut être porté par n'importe quel pays ou région du widening, hein, pas forcément un consortium porté par la Guyane, la Guadeloupe ou la Martinique, hein, encore une fois. Donc ça, si ça vous intéresse, cet appel, alors comment fonctionner? C'est un petit peu compliqué toujours pour savoir quel type de consortium se monte à l'échelon européen, mais si ça vous intéresse, on peut s'écrire, on peut communiquer et vous me signalez d'une part votre intérêt et ensuite quelles sont vos compétences et ce que vous apporteriez à un projet sur une thématique bien précise. Et ensuite, moi, je peux voir avec mes homologues européens si dans leur pays, il y a un projet qui se monte sur cette thématique en question et si c'est possible de vous intégrer. Donc, on peut fonctionner un petit peu comme ça, ou bien vous avez déjà, vous, vos propres relations, vos partenaires en Europe et vous pensez pouvoir vous agréger à un consortium qui peut potentiellement se monter. Donc voilà, donc il faut avoir à l'idée que si d'abord c'est des appels ouverts pour les académiques, ça n'empêche pas aux entreprises de participer en tant que partenaire. Alors ensuite, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, on pourra en discuter notamment au moment des questions si ça vous intéresse, mais il y a différentes manières de participer à un projet européen. Il y a les bénéficiaires d'un consortium, mais on peut être aussi une entité affiliée, donc être éligible au coût, mais ne pas faire partie du consortium, etc., etc. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, on pourra revenir dessus ensuite. Donc voilà pour le twinning. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Donc un consortium autour d'une thématique de recherche et d'innovation en commun. Donc vous voyez, c'est 800 000 € à 1,5 million par projet. Ça dure 3 ans. Et il y a une composante recherche et innovation quand même qui doit être développée dans le cadre de ce projet. Et ce que ça va financer, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que ces CSA, donc ces actions de coordination et de support, elles vont financer le temps passé sur le projet, donc les salaires, les missions, les workshops, les formations doctorales conjointes, par exemple, les activités de dissémination et de valorisation des résultats de la recherche, etc. Donc, encore une fois, ça ne va pas financer à proprement parler les activités de recherche, mais tout ce qu'on fait autour pour qu'une recherche ou une innovation se fasse correctement en consortium. Donc voilà pour le twinning. Slide, merci. Donc, le hop-on, alors là, ça peut directement vous intéresser. Donc, le hop-on, le principe, c'est il y a des consortia qui sont déjà financés, qui ont été montés, qui sont déjà financés dans le cadre d'Horizon Europe, spécifiquement donc, dans le pilier 2. Donc, vous vous souvenez des clusters thématiques, je vous ai dit SHS, espace, industrie, etc. Ou dans le IC Pathfinder du pilier 3, innovation. Encore une fois, si ça vous intéresse, je reviendrai dessus plus tranquillement ensuite dans les questions, ne vous inquiétez pas. Mais donc, il faut qu'il y ait des consortia qui soient financés, soit dans le pilier 2, soit dans le IC Pathfinder du pilier 3 d'Horizon Europe. Vous pouvez aller voir, donc je vous donnerai dans le chat ensuite, parce que je me rends compte que je n'ai pas mis le lien ici, mais vous pouvez aller consulter la liste des projets qui sont financés dans le cadre de ces deux piliers. Et si vous constatez qu'il y a un projet qui vous intéresse et que vous aimeriez bien entrer dans le consortium, en tant que widening, vous pouvez intégrer un consortium en cours de route. Donc, ce sont des consortiums d'excellence, évidemment. Là, c'est une action de recherche et d'innovation. C'est la seule RIA du programme widening, puisque en fait, vous allez intégrer un consortium pour faire de la recherche et de l'innovation et pas pour faire quelque chose de structurant comme les autres appellent widening. La seule règle à avoir en tête, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait déjà un pays du widening qui fasse déjà partie du consortium. Donc, si par exemple, il y a un consortium avec le Portugal, vous ne pourrez pas intégrer ce consortium parce que le Portugal est déjà widening. En revanche, s'il n'y a pas de pays widening dans le consortium, vous pouvez, et que ça vous intéresse, vous pouvez contacter directement le chair de l'action. Évidemment, il faut que l'ensemble des membres du consortium soient d'accord pour que vous intégriez le consortium. Et ensuite, ça se fait assez facilement. Vous voyez, c'est un dossier de seulement 8 pages à monter avec le chair de l'action, donc ce n'est pas très compliqué en soi. Et le financement, donc c'est de 100 000 à 600 000 € par projet, vous reviendra à vous pour pouvoir vous permettre de faire de la recherche et de l'innovation dans le cadre de ce consortium
que vous avez sélectionnées. Alors, vous voyez, l'appel, il a ouvert le 10 janvier, mais il y a 2 dates de clôture. La première, c'est le 28 septembre 2023, et ensuite, vous pourrez redéposer pour 2024. Donc, vous voyez, le 26 septembre 2024. En tout, il y aura 160 projets financés, donc c'est beaucoup, 80 par année. Donc, moi, je vous encourage fortement à aller sur ce type de projet. Et évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais donc, dans le corps de l'appel, là, ça ne cible pas que les académiques. Si vous êtes une entreprise, que vous travaillez avec l'innovation, par exemple, ou encore une fois, si vous avez des compétences bien spécifiques dans un domaine de recherche, vous pouvez intégrer un consortium via le Hop-On. Merci. Excellence Hubs, alors là, pour le coup, ça vous concerne directement, les Excellence Hubs. L'idée, c'est de créer des écosystèmes et développer des écosystèmes d'innovation locaux en mettant ensemble, dans un même consortium, 2 écosystèmes d'innovation dans 2 pays ou régions du widening. Donc là, il va falloir cibler, vous avez vu, la liste est quand même large des autres pays et régions widening, donc vous avez quand même l'embarras du choix. Mais l'idée, voilà, c'est de mettre ensemble 2 écosystèmes d'innovation qui vont travailler. Donc, il y a 2, comment dire, 2 pistes à suivre. Soit vous allez travailler sur une orientation régionale avec un dénominateur commun entre les 2 écosystèmes. Donc, là, à vous de voir ce que vous pouvez avoir en commun avec d'autres régions et pays du widening, par exemple. Ou sinon, vous choisissez une orientation européenne. C'est-à-dire que là, il faut aller regarder les priorités de la politique européenne, par exemple la double transition, vous savez, la transition verte et la transition numérique, entre autres. Mais il y a aussi l'approche One Health, par exemple, pour la santé. Voilà, toutes ces choses-là qu'il faut aller regarder. Et là, vous pouvez donc choisir une orientation européenne. Et les 2 écosystèmes d'innovation dans les 2 pays et régions widening vont travailler ensemble dans cette orientation européenne. Donc, soit une orientation régionale, soit une orientation européenne. Si vous choisissez une orientation régionale, il faut évidemment que ce que vous choisissez soit bien aligné avec les priorités de votre région. Donc, la S3, vous savez, la Smart Specialization Strategy, donc, qui est la stratégie en lien avec le FEDER. Donc, il faut aussi aller regarder. Là, vous vous rapprochez évidemment des collectivités, etc., pour savoir, évidemment de la CCI, pour savoir quelles sont les priorités de votre région en matière de recherche et d'innovation. Et évidemment, il faudra s'y tenir. Et donc là, voilà, il faut trouver une autre région, un autre pays qui a un peu les mêmes priorités. Bon, sachant que les priorités, finalement, sont souvent aussi alignées sur les priorités européennes, donc on s'y retrouve quand même. Donc là, c'est très intéressant pour vous en tant qu'entreprise, puisque voilà, ce sont des écosystèmes d'innovation. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque écosystème doit inclure 4 catégories différentes d'acteurs. Donc, les académiques, donc là, vous allez devoir travailler évidemment avec les universités locales ou les organismes de recherche, des entreprises, donc à revenus importants. Alors, bon, ça, on pourra revenir aussi dans le détail, c'est-à-dire qu'il faut avoir, en gros, démontrer qu'on a un chiffre d'affaires constant depuis plus d'1 an, etc. Des autorités publiques ou des agences. Donc, vous pouvez travailler avec la CCI, vous pouvez travailler avec la région, vous pouvez avec les agences de développement régional, etc. Et puis, la société civile. Donc là, ça peut être des associations, par exemple. Et là, en fait, l'ensemble de ces 4 acteurs, c'est ce qu'on appelle la quadruple hélice. Donc voilà, donc chaque écosystème doit être composé de cette quadruple hélice. Et ensuite, on met ensemble les 2 écosystèmes. Donc voilà, donc là, les entreprises sont clairement nommées et attendues dans le cadre de cet appel. Voilà, merci. L'appel suivant, alors, Pathways to Synergies. Pardon, l'autre, j'ai oublié de dire les dates, mais bon, c'est pas grave, vous aurez les slides de toute façon. Donc, voilà, il ouvre, merci, le 28 septembre et il se fermera le 7 mars. Donc, vous voyez qu'on a encore le temps, 7 mars 2024, donc on a encore le temps d'y réfléchir. Le Pathways to Synergies, donc là, c'est un petit peu plus complexe comme appel. L'idée, c'est de faciliter et de valoriser la synergie des fonds, donc la synergie des fonds européens entre les fonds de cohésion régionale, donc les FEDER notamment, et les fonds horizontaux type Horizon Europe.
en lien avec l'internationalisation, la valorisation et le transfert des connaissances, des résultats de la recherche et de l'innovation vers le marché. Donc, il y a deux pathways, donc le A, le B, donc en amont et en aval. En amont et en aval de ces synergies, en gros, de fonds. Alors, je sais que ça peut être un peu complexe à comprendre, mais voilà, encore une fois, vous aurez les slides, vous pourrez relire à tête reposée et on pourra aussi en rediscuter si ça vous intéresse. Donc, le pathway A, donc en amont, disons, l'idée, c'est de développer une stratégie commune d'internationalisation. Donc, encore une fois, c'est toujours dans le cadre de consortia européens. Il faut l'avoir toujours en tête. Donc, une stratégie commune d'internationalisation, l'acquisition de nouvelles compétences, notamment d'un point de vue RH, qui seront transférables, notamment vers le domaine non académique. Donc là, il s'agit encore une fois de mettre en lien l'académique et le non académique, comme vous pouviez le comprendre. Et puis, valoriser l'usage aussi des infrastructures qui ont été financées sur des fonds FEDER. Donc ça, c'est un développement RH d'une part et l'internationalisation des structures locales. Donc ça, c'est le pathway A en amont. Et le pathway B, donc en aval, le deuxième topic, là, c'est la valorisation et la transposition des résultats de recherche et d'innovation, donc issus des projets Horizon 2020 ou Horizon Europe qui sont financés dans les régions et les pays du widening vers le marché. Donc, c'est là où vous, en tant qu'entreprise, alors encore une fois, je ne sais pas quelles sont vos spécialités, mais voilà, ça peut peut-être potentiellement s'adresser à vous si vous travaillez en lien avec la valorisation vers le marché des résultats de la recherche et de l'innovation. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est via donc je vous rappelle, hein, l'objectif, c'est de valoriser la synergie entre les fonds européens. Donc là, c'est via Horizon Europe d'une part et une partie de fonds FEDER ou autres fonds de cohésion européens, mais bon, c'est surtout du FEDER, notamment pour préparer des pilotes et des démonstrateurs. Pardon. Les participants, donc vous voyez donc un coordinateur widening comme d'habitude, et ensuite une majorité de membres widening. Donc ça veut dire qu'il faudra travailler de toute façon avec d'autres pays ou d'autres régions du widening essentiellement. Et puis les pays qui ne sont pas considérés comme widening, comme la France continentale, enfin la France, pas continentale mais métropolitaine, eh bien, peuvent être partenaires de ces consortia. Donc là, je pense que ça peut être intéressant pour vous. Encore une fois, je ne sais pas à quel niveau vous vous situez. Et donc ça, on pourra en discuter après coup, évidemment, même hors du cadre de ce webinaire. Hein. Bien sûr, vous pouvez me recontacter par mail et je verrai avec vous si votre profil correspond ou pas à ce type d'appel, bien sûr. Mais voilà, ça peut être intéressant si vous travaillez en lien avec la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation. Donc voilà pour le Pathways to Synergies. Et ensuite, on va passer aux appels de mobilité. Donc vous vous souvenez, hein, il y avait les deux cases. Il y avait la case configuration d'équipe et développement des écosystèmes et la case mobilité académique, non académique. Donc là, c'est la case mobilité. Là-dedans, il y a trois types d'appels. Donc il y a les ERA Chairs, les ERA Fellowship et les ERA Talents. Donc les ERA Chairs, l'idée, c'est d'attirer des universitaires de renom dans les institutions locales, dans les régions et pays du widening pendant 5 ans et de constituer autour de ces universitaires de renom une équipe qui, elle, va être pérennisée après la fin du ERA Chair, donc après les 5 ans. Là où, en tant qu'entreprise, ça peut vous intéresser, c'est qu'il est prévu quand même que cette personne et puis son équipe autour de lui qui sera constituée fasse aussi des détachements dans des secteurs non académiques, alors, avec toujours l'idée derrière que ça va permettre de à la fois moderniser les carrières de recherche, favoriser surtout la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation sur le marché. Donc, vous voyez, on retrouve un peu toujours la même idée que dans les précédents appels que je vous ai montrés. Donc là, le ERA Chairs, il faut l'avoir en tête de manière un peu indirecte. Sachez que ça peut exister et que si les universités, donc l'Université des Antilles et l'Université de Guyane, montent un ERA Chair, sachez que vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez vous rapprocher de ces universités pour mettre en place des détachements du chercheur ou de son équipe
vers votre entreprise pour mieux valoriser les résultats de la recherche ou de l'innovation qui seront développés dans le cadre de ces RadShare. Donc, voilà pour les RadShare. Sélection, merci. Les ERA Fellowships, alors vous voyez, bon, c'est jamais trop direct, hein, le lien avec les entreprises, bien sûr, c'est plutôt à destination d'abord des académiques, hein, les appels widening, mais néanmoins, ça vous intéresse quand même, je pense. Les ERA Fellowships, donc, ce sont des bourses Marie Curie plus. Donc, je ne sais pas si vous êtes trop familier des bourses Marie Curie, donc c'est une partie d'Horizon Europe. Donc, ce sont des bourses de mobilité en Europe et à l'international. Donc, c'est-à-dire qu'indépendamment de la nationalité des personnes qui vont recevoir des bourses, elles peuvent venir en Europe ou sortir d'Europe. Voilà. Donc, ça, c'est un des principes. Ça s'adresse à différents niveaux. Et le ERA Fellowship, qui est donc dans la partie widening d'Horizon Europe, c'est en fait un projet Marie Curie à destination uniquement, qui va être fait dans un pays ou une région du widening. Donc, je m'explique, c'est-à-dire que le postdoc qui veut faire son postdoc en Guadeloupe, par exemple, ou en Martinique ou en Guyane, eh bien, il va monter donc tout son projet Marie Curie. C'est un vrai projet Marie Curie classique, sauf qu'à un moment, il va cocher une case en disant « Oui, je suis d'accord pour que, en cas de non-financement via le Marie Curie, mon projet soit automatiquement réévalué par les experts du ERA Fellowship. » Et donc, si ce postdoctorant passe tous les seuils de notation de la Marie Curie, donc c'est quand même des seuils très compétitifs, donc ce sont des très bons postdocs, hein, mais qui ne sont pas financés parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde, et que ce postdoctorant a coché la case, eh bien, il sera automatiquement réévalué dans le cadre du ERA Fellowship. Donc, c'est une deuxième chance d'avoir son postdoc financé, et donc de venir dans une région ou un pays du widening. Là où c'est intéressant pour vous en tant qu'entreprise, c'est la même chose que pour les RadShare, c'est-à-dire que dans le cadre de son ERA Fellowship, ou des Marie Curie d'ailleurs, eh bien, il est prévu que les postdocs fassent des détachements vers le secteur non académique, encore une fois, pour aussi apprendre d'autres méthodes de travail, et puis pour valoriser les résultats de sa recherche dans le secteur économique. Donc, encore une fois, vous ne serez pas partenaire prioritaire d'un postdoc, puisqu'il doit aller d'abord dans une université, mais garder un œil dessus, c'est-à-dire que ça peut, s'il y a des ERA Fellowship qui sont montés, encore une fois, à l'Université de Guyane ou à l'Université des Antilles, eh bien, ayez un œil dessus, parce que ça peut potentiellement vous intéresser en tant qu'entreprise pour accueillir des postdocs qui sont des postdocs d'excellence en matière de recherche et d'innovation. Donc, voilà pour le ERA Fellowship. Et le dernier, merci, le ERA Talent. Donc ça ouvrira en 2024, hein, donc on a encore bien le temps d'y réfléchir. Là, pour le coup, il y a un lien direct avec les entreprises, donc c'est la même chose que ce que je vous dis depuis le début, hein. L'idée, c'est de stimuler l'interopérabilité des carrières et l'employabilité des talents de la recherche en recherche et innovation à travers les différents secteurs. Donc là, l'idée, c'est de mettre en lien le secteur non académique et le secteur académique. Vous voyez que c'est encore des... Alors, les deux précédents appels, pardon, j'ai été un peu trop vite dessus. Donc, vous avez vu, c'était plutôt bilatéral, hein. Il y avait une institution d'accueil et une personne qui se déplace. Là, dans le ERA Talents, c'est de nouveau un consortium qui doit être monté à l'échelon européen. Donc, vous voyez, un coordinateur widening et puis un consortium d'au moins 3 entités légales qui sont indépendantes dans des 3 États membres ou pays associés différents, dont au moins 2 sont des pays widening. Donc, ça veut dire, hein, par exemple, la Guyane en coordinatrice avec, reprenons le Portugal comme, parce que bon, on travaille quand même beaucoup avec les Portugais, donc le Portugal comme deuxième pays widening, et puis, je sais pas moi, l'Allemagne comme troisième larron du consortium qui ne serait pas widening. Donc là, l'idée, c'est voilà, encore une fois, donc il faut que les partenaires soient du secteur académique et non académique. Donc là, c'est obligatoire dans le montage du consortium même, il faut qu'il y ait les 2 types de partenaires. Donc là, vous, en tant qu'entreprise, vous avez beaucoup intérêt à vous mettre dans ce type d'appel. Et voilà, l'idée, c'est de faire circuler le personnel en détachement entre ces secteurs, autour d'une thématique commune, hein. Évidemment, on ne va pas faire ça en vrac sur n'importe quel thème, mais si vous avez une thématique commune, comme, je ne sais pas moi,
je sais pas, l'espace, par exemple, eh bien, vous allez faire circuler le personnel académique qui travaille sur les questions spatiales vers les entreprises en lien avec le spatial et inversement. Donc, vous voyez, c'est un système un peu de circulation. Bien sûr, pas au sein seulement de la région, mais entre tous les pays du consortium. Donc, ça veut dire gagner en visibilité. Pour les carrières, c'est excellent, hein, puisque vous trouvez de nouveaux partenaires, potentiellement de nouveaux employeurs si vous n'êtes pas titulaire, enfin voilà. Et puis, de nouvelles manières de travailler à l'échelon européen. Donc, vous voyez, c'est une durée de 4 ans. Et je reviens juste, merci. Et donc, le financement évoqué, c'est de 1 à 3 millions d'euros par projet. Donc, vous voyez, c'est quand même des projets assez conséquents. Et là, donc, en tant que, je répète, en tant qu'entreprise des Antilles ou de la Guyane, vous avez tout intérêt à monter des consortia ou en tout cas à vous intégrer si vous ne sentez pas encore de piloter un consortium européen, hein, ce que je peux comprendre parce que ça dépend des structures aussi. Mais voilà, vous pouvez tout à fait intégrer un consortium aussi pour le ERA-Talents. Voilà, merci. Donc, le programme COST, donc rien à voir avec, enfin rien à voir si, mais disons que là on oublie le widening. Donc, je vous rappelle donc Horizon Europe, l'architecture qu'on a vue tout à l'heure. Il y avait le pilier transversal avec d'un côté le widening, donc ce que je viens de vous présenter, et de l'autre côté ce qu'on appelait l'espace européen de la recherche, dont je ne vous parle pas aujourd'hui. Et il y a aussi le programme COST qui est associé au pilier transversal d'Horizon Europe, mais qui a une gouvernance propre, donc qui est un petit peu à part en fait. C'est un petit électron libre, mais dont le financement vient de la partie widening d'Horizon Europe. Donc c'est pour ça que je vous en parle ici, parce que pour vous en tant qu'entreprise, c'est extrêmement intéressant pour le coup là pour intégrer d'énormes réseaux européens, voire internationaux. Donc, je vous ai dit, c'est une gouvernance à part, c'est-à-dire que le programme COST, il est piloté par une association du même nom qui est basée à Bruxelles, qui est une asso de droit privé, mais le financement vient d'Horizon Europe. Voilà le lien. Et donc, ce que va financer, juste en arrière, s'il te plaît, hop, non, voilà, merci. Ce que va financer le programme COST, donc, ce sont des activités de réseautage. Donc, vous n'allez pas, encore une fois, ça ne va pas financer la recherche et l'innovation qui est faite en commun dans ce gros consortium, mais ça va financer tout ce qu'on fait autour pour travailler ensemble, donc les activités de réseautage, hein, donc les missions, les workshops, etc. C'est très orienté vers les jeunes, donc jeunes chercheurs, jeunes innovateurs, jeunes tout court, parce que c'est jusqu'à 40 ans, il n'y a pas d'obligation d'avoir une thèse ou quoi que ce soit, donc, parce que justement, c'est ouvert à tout le monde. Et ce qui est intéressant dans ces réseaux, c'est, outre la taille, c'est que ça promeut, COST attend que les réseaux soient composés de différents types d'acteurs. Donc évidemment, il y a beaucoup d'académiques, c'est eux les principales cibles, mais on attend aussi qu'il y ait des startups, des PME, des entreprises de plus grosse ampleur aussi dans ces réseaux, mais aussi des associations de citoyens, des agences publiques, etc. Donc pour vous, là, c'est vraiment intéressant. Donc, vous pouvez soit intégrer un projet qui est en cours de montage. Donc, la deadline pour le prochain COST, c'est fin octobre 2023. Donc, il y a encore le temps. Donc, soit vous pouvez, vous, monter un réseau COST, soit essayer, si vous en entendez parler ou si vous voulez en intégrer un, enfin, on peut aussi travailler ensemble, intégrer un projet qui est en cours de constitution. Et sinon, ce qui est très intéressant avec COST, c'est que vous pouvez intégrer un projet en cours de route, donc un projet qui a déjà été financé, et c'est très facile d'y accéder. Donc ça, pareil, je pourrais, j'ai pas mis le lien là dans la présentation, mais s'il y a des questions dessus, je pourrais vous le montrer ensuite. C'est-à-dire que vous allez sur le site de COST, donc c'est cost.eu, et puis vous allez voir, donc il y a des milliers d'actions qui sont financées. Vous tapez des mots-clés dans le moteur de recherche, et puis là, vous allez voir les actions. Donc, ce qu'on appelle une action, pardon, c'est un projet, hein, c'est un réseau. Donc, vous allez voir les actions qui sont financées en lien avec le mot-clé que vous avez tapé. Et s'il y a une action qui vous intéresse, qui est toujours en cours, évidemment, vous cliquez sur l'action et ensuite, vous dites « J'aimerais participer à l'action ». Évidemment, votre candidature doit être validée par le chair de l'action, hein, ça c'est évident, mais c'est aussi simple que ça. Donc, vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez intégrer une action déjà en cours et donc un très gros consortium. Quand je vous dis très gros consortium, c'est en général 15-20 pays qui se mettent ensemble, européens et extra-européens.
Et c'est en fait plusieurs centaines de personnes qui travaillent ensemble. Donc, encore une fois, c'est très intéressant pour vous pour gagner en visibilité, pour aller chercher des partenaires européens. Par exemple, si vous voulez monter un projet européen après, mais que vous n'avez pas encore vos partenaires, ça peut être une première étape. Et puis aussi pour les jeunes, encore une fois, les jeunes avec lesquels vous travaillez, c'est un excellent tremplin puisqu'ils vont rencontrer des collègues à l'échelon européen, voire international. Slide suivante. Merci. Pour finir, donc là, je vais passer assez rapidement dessus parce que je ne suis pas en charge de cette partie du programme d'Horizon Europe, mais je voulais que vous en ayez la connaissance, donc je l'ai intégré dans la présentation. Le pilier 3, innovation d'Horizon Europe. Donc, vous vous souvenez, il y a le pilier 1, excellence, le pilier 2, les clusters thématiques, le pilier 3, innovation. Le pilier 3, innovation, il y a plusieurs choses dedans. Il y a par exemple le Conseil européen de l'innovation, avec qui s'adressent à différents niveau TRL, bon, moi je ne suis pas trop au fait de ça exactement, mais voilà, si ça vous intéresse, je vous encourage à aller voir. Et puis il y a également donc l'EIE, qui est le European Innovation Ecosystem, qui est une autre sous-partie du pilier 3 innovation, si vous voulez, et qui a des appels bien spécifiques qui sont orientés vers les pays et régions du widening. Alors, dans le cadre de cet appel, ils ne sont pas appelés pays et régions du widening parce que ça serait trop simple, mais en fait, ce sont les mêmes. Voilà, donc il faut avoir en tête que vous, en tant que RUP, vous pouvez, vous êtes les cibles prioritaires, en gros, avec les autres pays du widening, évidemment, de l'EIE. L'idée de l'EIE, c'est de lier les acteurs de l'innovation en Europe. Vous l'avez compris, hein, c'est le principe de tous ces appels à projets. De créer des écosystèmes d'innovation qui sont inclusifs et connectés. Quand on entend par inclusif, c'est du coup de favoriser l'accès notamment aux pays et régions dits du widening, qui ne sont pas appelés widening dans cette partie du programme, à l'innovation de très haut niveau européen. Vous avez plusieurs destinations. Donc, ce qu'on appelle les destinations dans les projets européens, dans Horizon Europe de manière générale, c'est en gros, vous avez un programme de travail. Par exemple, le widening, c'est un programme de travail qui est subdivisé en destinations ensuite. Et les destinations, c'est des grands objectifs. Donc vous, là, ce qui peut vous intéresser, c'est la destination Connect. J'ai mis les liens ensuite, hein, vous pourrez aller voir. Enfin, vous voyez, hein, pour en savoir plus, je vous ai mis tous les liens donc, que vous pourrez consulter par vous-même. Et donc, la destination Connect, là, l'idée, c'est vraiment, comme le nom l'indique, de connecter des écosystèmes d'innovation dits émergents avec des écosystèmes d'excellence en Europe. Il y a plusieurs appels en 2023, je les ai listés ici. Et puis, qui ouvre le 8 juin 2023 et qui se ferme le 21 septembre 2023. Donc, ça va arriver vite. Mais voilà, si vous êtes intéressé, alors ce ne sera pas avec moi du coup, mais j'ai mis le contact à la fin, ce sera avec Clara, ma collègue. Mais voilà, je vous ai mis là une liste, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais j'ai mis les 2 appels 2023 Connect. Donc c'est en anglais, hein, j'ai extrait une partie du texte de présentation de ces appels, donc je vous laisserai les lire à tête reposée pour voir si ça vous intéresse et si vous êtes concerné. Vous voyez, c'est 1 million d'euros par projet. Donc voilà, pardon, c'est un peu court, mais pour le European Innovation Ecosystem. Donc moi, encore une fois, je ne suis pas en charge de cette partie d'Horizon Europe, mais je pense que vous, en tant qu'entreprise, en lien avec la recherche et l'innovation, c'est un programme qui est fait pour vous. Donc, je vous encourage fortement à aller consulter les liens que j'ai mis dans la présentation. Et donc, la dernière slide, ce sont les contacts. Donc, le mien, solènechevalier@recherche.gouv.fr, donc pour le programme Widening et le programme COST. Et puis, pour le European Innovation Ecosystem, donc c'est Clara Petit-Fils qui vient de revenir, là, qui est la coordinatrice du point de contact national EIE. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par ces appels à projets ou si vous avez des questions tout simplement, si vous voulez voir si votre profil correspond aussi à ces appels à projets, parce que ce n'est pas toujours évident. Voilà, donc nous, on est là pour ça, pour vous aider à... C'est notre rôle en tant que PCN, un point de contact national, c'est vous aider à décortiquer ces appels à projets qui peuvent sembler complexes au premier abord, mais voilà, donc nous, on est là pour vous accompagner là-dessus. Voilà, merci. Merci Clara, pardon, Solène. Merci Solène pour cette présentation. Du coup, on va passer aux questions, s'il y en a déjà en ligne.
Non. Dans la salle, peut-être? Alors, moi, j'ai une question pour savoir un peu où est-ce qu'on se situe, nous, Guadeloupe, Martinique, Guyane, dans ces appels. Est-ce qu'on est intégré dans est-ce que, selon ton retour à toi des candidatures, est-ce qu'on est intégré? Est-ce qu'il y a encore un travail à faire de vulgarisation, on va dire, de ces appels? Enfin, où est-ce qu'on se situe? Comment le dire? Vous êtes encore tout Il y a du travail. jeune. Il y a beaucoup de travail encore à faire par rapport. Après, voilà, toute la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on compare? Parce que vous comparez avec des pays du widening, qui sont des pays, donc, avec des forces de recherche et d'innovation qui sont beaucoup plus importantes, évidemment. C'est pas comparable, c'est pas les mêmes échelles. De même que comparer les pays widening entre eux, ça marche pas du tout. Donc, mais évidemment, oui, il y a encore beaucoup de travail de vulgarisation à faire parce que voilà, c'est assez complexe quand même ces appels européens. C'est un jargon, faut savoir comment y accéder. Donc nous, on est là pour ça. Moi, de ce que je vois, par exemple, je sais qu'il y a plusieurs appels twinning qui vont se monter. En fait, ce que je constate, c'est, en tout cas du point de vue des collègues académiques dans les universités, c'est que là, il y a un dynamisme et il y a quelque chose qui se met en place sur lequel il va falloir construire ensuite. Donc voilà, moi, pour le moment, vous êtes au stade minimal, disons, mais moi, j'ai bon espoir que ça va changer. Donc voilà, nous, on est là pour ça. Voilà, encore une fois, on est disponible. Donc, quand je dis nous, Clara et moi, mais aussi les autres collègues, les autres PCN qui sont sur les autres thématiques, pour vous accompagner, pour répondre à vos questions, etc. Très bien, merci Solène. Alors, on a une question dans la salle. On va juste passer le micro pour qu'on entende bien. J'espère que je vais entendre. Ouais. Sinon, je vais pousser la voix. On en est où? Sinon, voilà, LSC20, je suis dans Martinique. Vous nous avez parlé des bourses Ferrat et Lochip. Le problème, bien souvent, c'est que la dimension des projets Horizon, y compris les projets publics, est trop forte par rapport à la Martinique. Ici, en Martinique, on a aussi pour les industriels. Peut-être qu'il faudrait que vous veniez. Vous déplacez. Ouais. J'entends un petit peu. Je vous laisse vous représenter. Moi, je présente. Ouais, je veux bien, parce qu'elle n'a pas entendu. Bon, je m'appelle Agnès Sédin, je travaille au CHU de la Martinique en recherche. Très bien. Okay. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai été déléguée régionale à la recherche et à la technologie. Et donc, c'est un poste où on gère une partie du fonds européen, du FEDER, Alphot, et que j'ai continué à m'intéresser à ça. Vous nous parlez des bourses ERA et Lochip. Oui. Qui sont des bourses, y compris les bourses Marie Curie, qui sont des bourses qu'il est très, très difficile d'avoir dans nos contrées. On a fait un travail avec l'Union européenne l'année dernière, sur un programme qui s'appelait Forward. Oui. La conclusion de Forward, elle était claire. C'est surdimensionné par rapport aux rues, enfin, par Mayotte, c'est surdimensionné en termes de budget, en termes d'association. Et c'est pas, par exemple, pour l'hôpital, prendre une bourse, arriver à avoir une bourse Ferrat et Lochip, ça veut dire avoir derrière déjà un projet qui est hyper structuré avec un consortium déjà bien structuré. C'est pas ce qu'on aimerait atteindre, mais c'est pas la situation actuelle. Par exemple, ces bourses-là, sachez qu'il y a un programme français qui s'appelle les bourses CIFRE, qui permettent
permettre à des industriels de payer, de donner une bourse à des jeunes chercheurs qui réalisent leur thèse dans le milieu académique. Ouais. Moyenne des bourses CIFRE attribuées en Martinique, une par an. Et encore, il y a des années, on en a 2 ou 3, donc vous voyez, il y a des années, on en a. Est-ce que dans le programme widening, il est prévu de mettre en place, mais vraiment mettre sur place des équipes qui puissent réellement aider nos industriels, notre CHU, notre université à monter des projets? Alors, pas dans le cadre du widening, mais ça, c'est des initiatives plutôt régionales. Ça va être, des échos que j'ai, il y a des financements là qui ont été notamment gagnés par les 2 universités d'ailleurs, les universités des Antilles et de la Guyane, donc félicitations s'il y a des personnes dans la salle, mais pour la SDESR, c'est des financements qui vont justement à la constitution sur la longue durée d'équipes de montage et de suivi de projets européens. Et Voilà. ensuite, pour les industriels, etc., là, ça se fait à l'échelle des régions. Mais moi, en tant que PCN widening, je ne peux pas du tout vous répondre parce que ça, ce n'est pas du tout dans mes compétences. Moi, j'essaye de travailler justement en lien avec les collègues, notamment de les collectivités, parce que les deux doivent être connectés, justement pour ça. Et je suis d'accord avec vous sur ce qui est de la surdimension des appels européens par rapport aux écosystèmes dans les RUP. Mais en tout cas, là, ce que je constate des derniers résultats et des derniers financements, c'est qu'on va dans la bonne direction. En fait, justement, il y a des financements qui sont obtenus pour monter des cellules d'appui. Alors peut-être que ça ne va pas super bien fonctionner par rapport au timing des appels widening 2023-2024, mais ce n'est pas grave, il faut voir ça sur la longueur. Et moi, en tout cas, de ce que je constate, c'est que là, il y a une réelle prise de conscience et un mouvement qui va dans cette direction-là. Donc, je ne vois pas pourquoi, à terme, ça ne fonctionnerait pas, en fait. C'est le terme qui est souvent un genou. Pardon? Je pense que la durée, c'est le terme. Le terme, c'est que la durée pour mettre en place, c'est la durée de mise en place qui est longue, en fait. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais ça se fait sur le temps long. Et encore une fois, là, moi, je vous présente les outils widening parce que ce sont des outils qui existent. Et je pense que c'est bien aussi de se positionner dessus parce que quand on dit on avance en marchant, c'est aussi ça donne une légitimité et ça montre aussi l'importance d'avoir ces structures d'appui aux projets, qu'ils soient européens ou nationaux ou régionaux d'ailleurs, c'est tout type de projet. Et c'est comme ça aussi qu'on intègre les réseaux européens. Ensuite, ça suit en fait. Et pour ce qui est des ERA Fellowship plus spécifiquement, donc oui, effectivement, c'est très difficile d'avoir ces bourses, en particulier les bourses Marie Curie, mais donc le ERA Fellowship est là pour faire un deuxième tour quand même. Ce qui est pas mal, sachant que le seuil à atteindre, c'est 70 sur 100. Les seuils de sélection en Marie Curie, c'est plutôt 99-98. Donc, il y a quand même une grosse marge entre ceux qui vont être sélectionnés au Marie Curie et ceux qui passent le seuil Marie Curie, mais qui ne sont pas financés pour d'autres raisons. Donc, c'est quand même accessible. Et l'idée, là, c'est de faire venir en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane des gens qui viennent d'ailleurs, en fait, parce que c'est du monde entier, d'ailleurs. Ce n'est pas que venant d'Europe, ça peut être de n'importe quel pays du monde. Donc, c'est faire venir des gens qui sont quand même excellents et qui ont monté leur projet aussi dans leur structure dans laquelle ils travaillent déjà. Donc, le poids est peut-être moins lourd quand même dans un ERA Fellowship pour une structure du widening que peut-être un autre projet, effectivement. Après, ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est vraiment que c'est du montage en consortium. Donc, on a effectivement, il y a un widening qui doit être coordinateur, mais ce n'est pas forcément Guadeloupe, Martinique ou Guyane. Donc, c'est toujours intéressant de rejoindre un consortium. Oui. Et là, effectivement, c'est tout le travail de réseautage, en fait, de prendre des contacts pour ensuite, et prendre également aussi de l'expérience. Exactement. Donc, c'est pas, c'était vraiment, ça peut être à dimension intéressante pour nos régions quand on est dans un consortium qu'on travaille ensemble. Ouais. Du coup, le PCN aide aussi à trouver des partenaires? Oui, alors moi je le fais, donc ça dépend d'un PCN à l'autre. Mais moi je le fais parce que justement, c'est pas toujours évident de trouver des partenaires
surtout quand on est loin. Donc, moi, je peux faire le pont, justement. Donc, ça implique d'avoir déjà, vous, de votre côté, bien défini votre projet. Donc, soit vous voulez porter un projet, soit vous voulez intégrer un consortium. Hein. Donc, après, il y a les différentes pistes, mais en tout cas, d'avoir bien défini soit son projet, soit quelles sont vos compétences bien précises et ce que vous apporteriez dans un consortium. Et moi, ensuite, je peux me charger de diffuser ça déjà auprès de mes homologues européens, en leur signalant, en leur disant, voilà, s'il y a un projet qui se monte, un twinning qui se monte dans votre pays, voilà, il y a telle institution ou tel organisme qui s'intéresse. Donc, je peux le signaler comme ça. Et après, je travaille aussi beaucoup avec les ambassades françaises dans les différents pays. Et donc, à chaque fois, je trouve le moyen de caser qu'il y a les RUP françaises et qu'il ne faut pas les oublier. Donc, voilà. Donc, oui, tout à fait. Moi, je peux vous aider. Alors, dans une certaine mesure, hein, ce n'est pas la solution miracle, hein, mais je peux vous aider à trouver. Et ensuite, de ce que j'ai constaté, il y a en fait, en tout cas dans les projets qui vont être déposés, notamment dans les RUP françaises, c'est qu'il y a soit ceux qui travaillent déjà avec des collègues en Europe et donc naturellement, ils leur proposent de monter un projet ensemble, soit vraiment la démarche active, proactive de je connais ces personnes et j'ai regardé dans ma bibliographie ou dans mon domaine qui était le meilleur en la matière et je suis allée les contacter, quoi. Donc il y a vraiment les deux méthodes. Et enfin voilà, faut pas hésiter en fait à écrire, à contacter les gens, quoi. Et de ce que je vois, c'est que ça fonctionne. Enfin, il y a un projet en particulier dont je dévoilerai pas du tout l'identité, mais où les collègues européens ont été très volontaires pour participer au projet et même aider au montage du projet, alors qu'ils n'avaient jamais travaillé ensemble. Enfin, donc c'est faisable. C'est bon à savoir. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres réflexions dans la salle, on va du coup clôturer cet atelier. Merci Solène pour cette présentation. Et on reste en contact et Oui. on a compris que tu étais à disposition. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon contact ici. Ouais. Et voilà, au plaisir.